j'ai étudié pendant une dizaine d'années des alternatives écologiques. C'est le moins mauvais, rural, c'est le moins mauvais terme que j'ai trouvé, parce que l'avantage du terme alternatif, c'est qu'on peut mettre des adjectifs. Donc voilà. Et c'est une enquête à la fois ethnographique, par entretien. Et j'ai essayé de trouver des textes de sociologie féministe qui essayaient de rendre compte de ce qui m'était donné à observer et à partager. Et force était de constater que le corpus que j'avais sous la main était très urbain, en fait, dans sa conception, et aussi que la sociologie rurale ou la géographie rurale n'était plus à la mode du tout à mon époque. Et donc, je suis partie en quête d'un corpus, et j'ai fait ça de façon assez peu organisée, mais du coup, je suis tombée sur des textes de Françoise Daubonne, puis des textes de Maria Miss, la perspective de subsistance, des textes d'Henri Lefebvre, des textes de Thoreau, des textes de Winona LaDuke, qui est, enfin voilà, donc ça fait quelque chose qui est évidemment Ivan Illich aussi, et Silvia Federici, etc. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'une partie de ces autrices et ces auteurs dans lesquels je trouvais des éléments de conceptualisation qui correspondaient aux éléments empiriques que j'observais étaient reliés les uns aux autres et formaient une constellation intellectuelle qui a effectivement des années issue de la contre-culture des années 70 et qui partageait à contre-courant de ce qui allait devenir un raz-de-marée après, mais qui dans ces années-là partageait un effroi qui était la disparition des sociétés paysannes. Et donc, quand on pose ce point comme un effroi, ça évidemment rebat complètement les cartes de ce qu'on pourrait appeler le progrès, qui donc serait fondé sur cette fameuse disparition qui serait inéluctable et appelée à être même émancipatoire. Et donc, trouver un féminisme qui ne disqualifie pas la position des paysannes comme devant être éduquée, c'est effectivement tout à fait le positionnement que j'ai pu trouver dans l'écoféminisme et notamment la perspective de la subsistance. Et donc chaque fois, pour résumer, toutes ces pensées qui sont à la fois que j'ai pu observer, enquêter dans mes terrains d'enquête sociologique, mais aussi dans ce défrichage de textes qui, pour partie, est en anglais, n'était pas encore réédité, comme Françoise Daubonne, là, qui vient d'être réédité en salle, ou cet ouvrage que moi, j'avais pas... que j'avais lu en anglais. Toutes ces... aussi des historiennes et des historiens se posent une question... Enfin, que je pourrais résumer avec mes propres termes, qui est qu'est-ce qui se passe quand la tuyauterie de notre vie quotidienne est encastrée dans les murs et que nos chances de croiser des paysannes, des paysans, des menuisiers, des menuisières, des accoucheuses, des accoucheurs, des moutons avec la laine de nos pulls sur le dos sont totalement infimes. Et c'est précisément cette perte de mise en lien direct avec ce que le féminisme de la subsistance va qualifier donc de subsistance, qui fait que notre vie quotidienne va être une quotidienneté appareillée, organisée, téléguidée, industrialisée, et qui place totalement hors champ un très grand nombre d'activités qui sont pourtant nécessaires à la reproduction de la force de travail, puisqu'il se trouve que je suis sociologue du travail, et donc c'est un point qui m'intéresse particulièrement. C'est qu'est-ce qui fait qu'on se trouve dans une situation qu'on peut travailler. Or, il se trouve que cette quotidienneté appareillée est fondée donc sur la disparition d'un certain rapport au monde vivant, mais aussi à la matérialité. Et donc, je voudrais essayer de retracer avec vous, peut-être en cavalant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un peu comment va se réorganiser ce contre-récit de la naissance, ou enfin de l'histoire du capitalisme et de la modernité, qui est à la fois ce que moi j'ai pu voir en acte dans mes terrains d'enquête et ce qui est pensé par ces théoriciennes qui, de toute manière, vous l'avez compris, sont aussi des activistes. Donc, on est vraiment aussi dans une pensée théorique extrêmement ancrée.
dans la pratique. C'est d'ailleurs le titre de cette revue scientifique qui s'appelle Théorie et Praxis, en fait. Donc, c'est vraiment pas un hasard. C'est que c'est donc des pensées qui pensent avec et non contre les sociétés et les pratiques de paysans et de paysannes qui sont aussi indissolublement des pratiques artisanales également. Donc le premier élément qui est mis en évidence, c'est que dans nos sociétés modernes, l'accès concret à un territoire de subsistance ne fait pas partie de la définition de la citoyenneté et qu'il est même devenu absolument évident de fonctionner avec 1,5% d'agriculteurs et d'agricultrices au sein de la population active et que le lopin de terre n'est pas ce que on ne naît pas avec un lopin, on ne naît pas avec un droit consubstantiel à l'eau ou un bout de mer qui serait communalisé. Et donc on a vraiment créé un régime démocratique particulièrement abstrait, fondé sur des droits abstraits, alors que précisément, quand on se met à penser en termes paysans, il y a quelque chose de fondamental qui s'appelle l'accès justement à la subsistance. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et donc, comment en est-on arrivé pour basculer dans cette sorte de dichotomie, avec d'un côté les philosophies des Lumières et la révolution scientifique moderne, qui va donc, et de l'autre, des sociétés paysannes arriérées, avec, je vous donne un peu le dualisme dans lequel nous sommes éduqués. Alors, enracinement dans un territoire natal, corporatisme de métier, esprit de clocher borné par des règles, dans un milieu de vie étroit et patriarcal d'un côté, et puis de l'autre, liberté de penser, liberté de mouvement, liberté d'entreprendre. Voilà. Et donc cette dichotomie-là, c'est vraiment un grand récit qui interroge frontalement aussi bien les alternatifs qui vivent en cabane, en habitat léger, et qui tentent aussi de réinventer un autre système de travail, qu'aussi bien Lefebvre, Illich, Silvia Federici, Maria Mies, Veronica Banol-Thompson et Vandana Shiva. Et la première strate de cette bascule pour arriver à cette conception aussi dualiste, c'est de mettre en évidence justement la place centrale du travail et d'un type de travail très 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 singulier, qui est un travail déterritorialisé, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait être professionnel en tout lieu, complètement détaché de son milieu de vie, ce qui est une opération assez difficile à penser dans des sociétés de paysans et artisans où il y a une mise en lien direct d'un savoir-faire avec un certain type de matière, de matériaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de circulation dans les sociétés paysannes et d'échange de savoir-faire, mais il n'empêche qu'il y a un lien très fort entre exercer une activité et être en lien avec un milieu de vie assez singulier, à nul autre pareil. Et cette mise en place d'un rapport au travail et d'un système des professions complètement fondé sur le rejet, en fait, de la possibilité d'être en lien, en prise avec un milieu de vie, ça va conduire, du coup, à créer l'idée que donc les paysans et les paysannes ou les artisans artisanes seraient des incapables au motif qu'ils ne seraient pas assez spécialisés, qu'ils sont des généralistes de milieu de vie, un peu ingénieurs, un peu hydrologues, un peu maçons, un peu maçonnes, et que même la division du travail qui est beaucoup moins développée en fait qu'en société hyper spécialisée dans laquelle on vit, serait donc quelque chose contre lequel il faudrait lutter pour installer au contraire des spécialisations hyper certifiées. Et c'est ce rouage-là qui va lancer qui va contribuer grandement à lancer le capitalisme. Ce que les féministes de subsistance ajoutent à cette strate d'éclaircissement sur le rapport au travail qui va changer dans le développement du capitalisme, c'est que les femmes vont être totalement enrôlées en fait dans la destruction des économies de subsistance et des savoir-faire vernaculaires. Et donc il faut introduire une dimension genrée
qui manque au récit précédent, qui est que les remplacements des sociétés de subsistance ne se sont pas opérés uniquement par la simple magie de l'attraction pour le modèle industriel de développement, et encore moins pour ce fameux confort moderne qui serait éminemment émancipatoire, particulièrement par les femmes qui vont être présentées comme arc-boutées dans les champs à trimer. Et donc il faudrait sauver de cette condition paysanne terrifiante. Il se trouve donc que pour enrôler, enfin pour permettre cette bascule du côté des sociétés capitalistes, il faut un démantèlement des sociétés paysannes qui, comme on l'a vu à gros traits, sont beaucoup plus polyvalentes. Mais il faut aussi inventer un truc extrêmement étrange qui s'appelle une femme au foyer. Et là, je trouve que le terme de femme au foyer devient un élément extrêmement problématique, parce qu'il est devenu pour le féminisme en fait l'élément planétaire, structurel, universel qui relie toutes les femmes entre elles du monde, qui en fait une classe en fait unie par cette condition d'exercice du travail au foyer gratuit qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail qui permettra aux hommes, enfin vous connaissez toute cette théorisation, de performer dans la scène salariée et devenir ces fameux breadwinners. Et là, ce que explique, enfin quand on adopte les lunettes du féminisme de la subsistance, c'est que on voit à quel point l'invention de la figure de la femme au foyer est totalement reliée au lancement du capitalisme, et qu'il s'agit donc de créer un type de travail domestique et un type de foyer particulièrement rare à l'échelle de l'organisation humaine existante, en fait, qui est donc tout d'abord un foyer dépeuplé. Un foyer qui ne contiendrait qu'un couple hétérosexuel avec des enfants et éventuellement quelques animaux domestiques. Et des animaux domestiques, chiens et chats. En fait, le foyer, ce type de famille-là, qui est relié aussi par des liens de parenté, c'est en fait une invention extrêmement contemporaine et qui ne correspond absolument pas à la majorité des organisations humaines qui ne sont pas du tout fondées sur cette famille nucléaire et qui va être vraiment décrite aussi bien par Emmanuel Wallerstein que les féministes de subsistance ont fait venir notamment aussi à Bielefeld pour discuter, et qui vont aussi travailler avec Wallerstein, ou Ivan Illich aussi qui va parler de l'invention étrange de ce fameux couple d'amour, un couple sanctifié par l'Église. Et ça, c'est vraiment une forme d'organisation et d'association entre deux individus qui est aux antipodes des organisations paysannes, qui ne sont pas du tout fondées sur la création de la conjonction de deux individus. C'est trop peu, en fait, pour faire société paysanne. Et donc, moi, ce que j'ai essayé d'insister beaucoup, et puis j'en reparle aussi dans la préface de Daubonne, dans Écologie, Féminisme, et puis dans un article des Terrestres, et puis dans les quotidiens politiques, c'est comment on est passé d'une structuration en maisonnée à une structuration en famille nucléaire. Alors, donc ces maisonnées paysannes ont cette caractéristique principale, c'est qu'elles ne sont pas organisées autour nécessairement de la parenté, même s'il y a des relations de parenté en leur sein, mais ce n'est pas le principe de réunion, d'association, ce n'est pas la parenté. C'est le principe de travailler et de contribuer collectivement à la subsistance commune de toutes les personnes qui cohabitent dans ce même lieu. Donc c'est un principe topologique, donc d'ancrage dans un lieu, avant d'être un ancrage dans une parenté. Et ensuite, c'est un ancrage dans une contribution à un travail de subsistance et non à un travail d'affection. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas de travailler ensemble pour la subsistance, mais il faut se dire que ces maisonnées sont des ateliers.
sont des lieux de fabrique collective et que la cuisine est un atelier, le champ est un atelier, la forêt est un atelier. Cette autre maisonnée qui donc déplace vraiment les normes contemporaines qu'on a d'affection est détachée aussi d'un milieu de vie, de la même manière qu'on a vu que le travail avait été arraché en fait de son milieu de vie. Ce lieu-là, cette maisonnée-là, elle a aussi pour caractéristique d'être hyper collective parce qu'il n'est pas possible avec 2 individus de tenir une partie des postes d'activité nécessaires pour que la subsistance commune d'une maisonnée soit à peu près viable toute une saison. Parce que l'enjeu, c'est quand même d'aller à la saison suivante. Et mieux encore, c'est-à-dire si on pense en termes de maisonnées, les villages ne sont rien d'autre que des maisonnées interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que la maisonnée n'est pas une entité insulaire, autarcique, qui peut vivre sans maisonnée, puisque même si les maisonnées sont très collectives, elles ne peuvent pas cumuler tous les postes de travail de la chaîne d'artisanale et agricole, de tous les métiers. Et donc, il s'agit bien d'interdépendance entre maisonnées. Mais on voit bien que la capacité d'embrasser un grand nombre de postes au sein des maisonnées est très, très, très supérieure à ce qui se passe dans un foyer domestique moderne. Donc, c'est un collectif de travail qui articule nécessairement un nombre de genres très différents. Si on pense en rôle genré, tout le monde ne fait pas des enfants, tout le monde ne souhaite pas en avoir. On peut aussi voir une structuration en fonction des corps plus ou moins valides pour l'affectation dans certaines tâches et de la personne mobilisable à ce moment-là. Et que ça ne se fonde pas uniquement donc, sur les gros bras masculins pendant que les femmes resteraient à la maison. Pour inventer cette figure, il ne faut jamais avoir vu comment fonctionnait une société paysanne. C'est juste impossible d'envisager cet enfermement d'un genre là, dans un lieu. Les maisonnées sont elles englobent un large territoire. Et enfin, elles n'incluent pas que des êtres humains. Il y a énormément d'animaux, de plantes, et donc la force de travail animale, la possibilité de reproduction par elles-mêmes, mais aussi domestiquées par des mains humaines, mais aussi par des mains animales. Les animaux aussi font un gros travail de domestication des plantes. Et donc, on a du travail humain complètement articulé à du vivant qui est en capacité de reproduction. Et donc ça amène tout cela, ce travail-là, conjoint, vraiment hyper articulé, à distinguer conceptuellement le travail de subsistance qui se fait en maisonnée du travail domestique qui se fait dans des foyers en famille nucléaire de production-consommation. Et ça n'a juste c'est pas la même opération économique. D'un côté, on a un travail de subsistance qui est nécessairement collectif, qui est nécessairement articulé aussi sur la nécessité de préserver et de conserver un bout de matière vivante pour que de la matière vivante se reproduise. Et ça, c'est une préoccupation qu'il n'y a pas dans le travail de consommation que les économistes qualifient très justement de consommation finale. Il n'y a donc, alors que dans le travail de subsistance, il est vraiment important de garder un bout de matière pour que la matière refasse de la matière. Et ça, c'est un élément qui fait qu'on peut potentiellement, avec un bout de matière, avoir plus de matière qu'au début. Alors que dans la consommation finale, une fois qu'on a mangé la matière, la matière a disparu. Et donc, c'est pas pour rien que, par exemple, là, je vais être un peu trivial, que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mes terrains d'enquête, ça s'est avéré un critère a posteriori, mais en fait, c'est l'élément caractéristique le plus transversal, c'est que tous et toutes s'intéressaient aux matières fécales et leur devenir, et donc avaient des toilettes sèches, qui évidemment repartaient. Donc ce fameux cycle de l'eau, que aucune matière n'est indigne, et doit repartir dans un rapport cyclique en fait à la subsistance. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce rapport à la matière est très 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 fondateur dans le travail de subsistance. Et enfin, dernière caractéristique, ce travail de subsistance implique
implique d'avoir du surplus, comme vous l'avez vu, puisqu'il faut toujours garder un peu de matière. Et donc ce surplus est aussi, peut donner lieu à commerce et donc échange. Ce ne sont donc pas des sociétés repliées sur elles-mêmes, autarciques, elles sont éminemment dans des formes d'échange. Et il se trouve donc que les femmes occupent dans toutes ces opérations le collectif de travail, le fait de pouvoir garder des matières, de savoir comment reproduire la matière ou lui donner le coup de pouce qu'il faut pour que la matière se renouvelle, voire décuple. Et enfin, les échanges. Elles jouent des rôles dans beaucoup de sociétés paysannes absolument cruciaux, vitaux, prestigieux, reconnus et absolument déterminants qui font que ces sociétés paysannes ne vont pas nécessairement, même si un grand nombre d'entre elles sont patriarcales, considérer que ce travail domestique-là est quantité négligeable. Donc, voire même, il est absolument vital, en fait, tout simplement. Et donc, l'aliénation du travail domestique dans des sociétés de consommation dans lesquelles nous vivons, le fait que les femmes se retrouvent seules, sans adultes, autres adultes, sans plusieurs générations, sans groupe de femmes, sans enfants non plus, parce qu'ils sont tous à l'école, c'est d'une charge de travail effectivement extrêmement pénible, fantomatique, va même dire Ivan Illich, et donc c'est une aliénation. Mais une aliénation pas du tout parce que ce serait dégradé ou minoré par rapport à la magnifique, enfin par rapport au modèle du travail salarié qui se détacherait de la matérialité de la quotidienneté et du monde, mais comparativement au travail de subsistance qui est éminemment créatif et qui donne lieu aussi à des débats. Et donc, enfin des débats internes parce que savoir s'occuper, se préoccuper collectivement de ces matières, c'est pas du tout le moindre des pas dans des sociétés de subsistance. Et donc, la critique écoféministe du travail domestique, comme vous le voyez, se situe vraiment à un autre endroit et en fonction d'une autre manière de considérer la subsistance. Et donc, à partir de là, les écoféministes, qui appartiennent en tout cas à ce mouvement-là, se disent, mais comment faire en fait? On peut donc utiliser les femmes qui sont assignées au travail domestique, qui en plus, même si c'est un travail domestique complètement articulé au travail de consommation, de toute manière n'ont pas perdu pied avec la subsistance, parce qu'il y a quand même encore des petits bouts de subsistance qui subsistent. Et donc on peut s'appuyer sur ces femmes qui continuent malgré tout à se retrouver à toucher des matières, même si c'est des matières qui sont passées par tout le circuit industriel, elles sont encore en lien avec cette nature en plus auquel on les assigne. Et donc, Françoise d'Aubonne, qui est assez provocatrice, dit c'est une chance historique. On est dans les années 70, il y a encore plein de femmes qui ne sont pas harponnées par le modèle masculin de la carrière. Il faut être ingénieur, avocate, médecin. Et c'est là. Et si jamais on veut revaloriser les métiers domestiques, il faut même revaloriser en donnant plus d'argent aux personnes. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est au contraire redonner au travail c'est inviter l'intégralité de la société à se repencher et à repartager le travail direct de la matière. Et donc, elle en fait, elle se dit, la classe ouvrière, ça va être compliqué. Les classes d'âge, c'est compliqué parce qu'on peut changer de classe d'âge aussi. Elle dit, par contre, les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit en tout cas, il y a ce lien et cette assignation au moins à cette fameuse nature dont il faudrait se débarrasser, qui pourrait être converti en élément de mobilisation, sachant qu'au terme de cette aventure programmatique révolutionnaire, il s'agit bien de dégenrer toutes ces tâches. Et c'est aussi ce dont parle Veronica Benolton-Zuml et Maria Miss, qui insiste beaucoup sur la notion de sweat equity, d'équité dans le labeur, et que c'est bien de ça c'est bien ça qu'il s'agit de partager et non pas le butin dont il est question, qui est donc sa petite part du gâteau capitaliste ou sa petite part du gâteau des bons métiers qui nous mettent très très loin de la matière dans lesquels on se salit. Mais je crois que j'ai trop parlé, non? Et donc à partir de là, ce type d'écoféminisme donc lutte contre la dématérialisation qu'implique le fait d'en passer par des équivalents monétaires, notamment pour assurer l'intégralité de sa quotidienneté. Et donc ça aussi, c'est un élément assez important, c'est que donc cet écoféminisme-là est par
du début jusqu'à sa lutte, altermondialiste, c'est un écoféminisme qui va aussi embrayer sur toutes les luttes anticapitalistes, hein, pour remettre au centre de l'émancipation collective la réappropriation de ces moyens de subsistance contre la guerre de subsistance. Parce que là, c'est l'autre élément extrêmement important de cette manière-là de penser, c'est que, comme l'a très bien redit Véronica tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi l'idée que l'émancipation des femmes à partir du salariat, à partir de la délégation du travail domestique, soit à d'autres femmes migrantes pour partie, soit du travail domestique qui va être délégué à des usines qui fabriqueront des choses préfabriquées pour diminuer ce travail domestique. Et il y a l'idée hyper importante que ce confort-là, qui permet de se détacher de la matérialité du monde en train de se fabriquer, est complètement soumis à l'asservissement d'une paysanne à l'autre bout de la planète qui est en train de se tuer dans un champ pour fabriquer en nature le travail de subsistance d'ouvrières et d'ouvriers délocalisés par des industries du Nord qui ont intérêt à ce que cet ouvrier et cette ouvrière ne gagnent pas beaucoup d'argent, puisque ça n'a aucun intérêt de délocaliser les entreprises, parce que précisément, il se trouve qu'une partie de la subsistance de cet ouvrier et de cette ouvrière va être accomplie en nature par ces fameux paysans. Donc en fait, ce que décrivent les écoféministes de l'école de Bielefeld, c'est à quel point le travail de subsistance est la base même qui explique en fait la façon dont le capitalisme se reproduit. C'est qu'il repose en bout de chaîne sur ce travail de subsistance dont on ne peut pas s'abstraire. Il faut bien que quelqu'un mette les mains dans la matière à un moment donné. S'il fallait payer tout le monde à sa juste rétribution, le système ne fonctionnerait pas. Et donc, ça fait du coup de la subsistance quelque chose d'une pensée totalement décoloniale et immédiatement en solidarité, en sororité, en mise en lien immédiate avec des paysannes du Sud. Et ça, c'est un point extrêmement important et qui donc invite aussi à reprendre en charge ce travail de subsistance dans les pays du Nord pour empêcher que les pays du Sud aussi se retrouvent terrassés et à vivre ce qu'ils vivent déjà, ce qu'ils ont vécu en 40 ans, ce qui s'est passé pour nous en plutôt 150 ans. Du coup, ce travail de mise en lien du Nord au Sud, des paysans et des paysannes, c'est aussi quelque chose que moi j'ai pu retrouver sur mes terrains d'enquête et qui conduit du coup politiquement à relocaliser son activité, à repenser aussi la répartition genrée de ses activités pour replacer au centre véritablement de l'utopie politique le partage du travail de subsistance. Voilà. Donc après, c'est pas sans chose trappe, sans difficulté, sans même. C'est compliqué de refaire des maisonnées collectives au XXIe siècle, quand les sociétés paysannes ont été démantelées, qu'on a été élevé en famille nucléaire, que le travail de coopération est peu développé et qu'on vit dans des territoires où l'accès au foncier est à un minimum de subsistance est complexe et qu'on est obligé de relier des endroits un petit peu distants parce qu'il est extrêmement compliqué d'avoir des territoires de subsistance, même à l'échelle villageoise et biorégionale. Et donc, ça crée évidemment une pression foncière énorme sur certains territoires où énormément d'alternatives écologiques vont se mettre en place, mais dans un territoire extrêmement étroit et contraint. Et donc, moi, ce qui m'a permis donc j'ai pu voir du coup un phénomène se mettre en place parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on est alternatif qu'on n'est pas pris et dans des schémas patriarcaux, par exemple, c'est pas une garantie, c'est pas
parce qu'on est autonome ou égalitariste, qu'il n'y a pas des phénomènes d'engueulade ou de prise de pouvoir ou de problèmes de transmission, de rapport à la propriété complexe, ou voire même problématique. Et donc, ce qui m'a vraiment apparu, c'est un élément que les féministes avaient quand même de toute manière mis en évidence, c'est la grande importance pour les femmes d'avoir pu s'échapper et partir notamment en exode rural, en fait, de quitter en fait des lieux où elles étaient enfermées de façon patriarcale, et de pouvoir prendre la route et d'avoir cette liberté-là et de trouver des lieux où elles étaient plus anonymes. Mais il se trouve que donc dans ces lieux alternatifs où les taux fonciers et les relations ne sont pas toujours si simples, de pouvoir j'ai pu observer du coup un élément structurant qui était que dans tous les lieux, il y avait à la fois des personnes qui étaient sédentarisées et des personnes qui repartaient dans des formes plus nomades avant de trouver le lieu, le collectif, le groupe, les rapports de genre aussi qui leur convenaient en fait. Et ça, c'est un élément qui peut être perçu de temps en temps comme problématique, mais qui en fait est à la fois complètement historiquement lié à la pression foncière dont je vous parlais, mais qui est aussi une chance extrême pour l'essaimage et pour la diffusion et le partage de bonnes pratiques, mais aussi pour la mise en place de structures égalitaires en fait dans ces lieux-là, puisque ça permet aussi de dire si là ça va pas, je pars. Et donc, comme ce système est assez au point, dans tous les lieux que j'ai pu traverser, il y a une hospitalité très grande qui permet à des personnes de se poser un temps, précisément le temps de trouver le bon lieu. Voilà, donc je vais terminer là.